Central Express. Les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble. Dans ce numéro, place aux voyageurs, À ceux qui se déplacent et changent de monde. Nous pourrions être il y a un siècle, et je serais Albert Londres. Albert Londres, né à Vichy en 1884, mort dans le golfe d'Aden en 1932. Journaliste et écrivain. Sa devise, porter la plume dans la plaie. Il est allé sur tous les continents, d'où il ramène des récits précis et poignants. Sa maison natale à Vichy abrite aujourd'hui une maison d'écrivain et une maison du grand reportage. Le prix Albert Londres est une récompense suprême pour les journalistes. Si j'étais Albert Londres, je vous dirais que ma maison, je l'ai peu connue. Mais j'ai voyagé dans toutes les contrées du monde pour témoigner, raconter la vie des humains, partout, sur Terre. J'ai aussi suivi le Tour de France, que j'ai appelé le Tour de Souffrance. Ça vous donne une idée de mon style. Ce qui m'a animé toute ma vie, c'est la condition humaine, quelles que soient les latitudes. Je pourrais être Albert Londres et faire un voyage dans le temps, me projeter dans le futur des années 2000. Clermont-Ferrand, latitude 45 degrés nord, 46 minutes et 59 secondes. Longitude 3 degrés est, 3 minutes 56 secondes. Nous rencontrons ici deux êtres attirés par les ailleurs, curieux des autres, comme Albert Londres. Bonjour, je suis auvergnat d'abord pour me présenter, j'y tiens. Ce sont mes terres, ce sont mes racines. J'y ai toujours vécu, contrairement à Giscard d'Estaing. J'y suis né et j'y ai passé ma vie, même si j'ai souvent quitté l'Auvergne pour exercer mon métier de guide de haute montagne. L'homme qui parle s'appelle Jean-Pierre Frachon. C'est un arpenteur des montagnes, un grimpeur agile sur toutes les crêtes. Quelques cheveux sur son crâne dégarni tentent encore de s'envoler. Ils n'ont pas l'habitude de rester en place. Je me suis tourné vers les massifs lointains, sur toute la planète, on va dire, en particulier tous les pays d'Himalaya, tous les pays des Andes, sauf le Brésil, je crois, et puis les pays africains, parce qu'il y a beaucoup de montagnes en Afrique également, l'Antarctique, l'Alaska. Voilà, j'ai donc exercé ce métier de façon passionnée et ça a été pour moi une véritable révélation que de découvrir le monde et de me rendre compte à quel point la Terre était belle. Pour ce voyageur auvergnat et citoyen du monde, il n'y a pas d'horizon intangible. Personnellement, je reste toujours habité par mon premier voyage. J'ai voyagé sur le tard, j'avais 20 ans, 21 ans, et c'est une opportunité de rencontre qui m'a amené donc à partir au Kurdistan turc et irakien, à une époque où déjà les Kurdes étaient montrés du doigt, étaient des terroristes pour les Turcs en tout cas, et où, durant toute notre traversée en voiture de la Turquie, ils étaient montrés du doigt et où on ne comprenait pas pourquoi on se rendait chez des personnes qui étaient peu recommandables. Et personnellement, donc, j'ai vécu une aventure magnifique, à la fois de rencontres, de spontanéité, de chaleur humaine, et d'échanges très forts avec un peuple donc qui se battait avec son environnement et avec aussi ce qu'il vivait dans son opposition au gouvernement turc. Cela m'a tout simplement appris à relativiser les choses et à considérer que derrière des idées qui étaient avancées un peu hâtivement, il fallait toujours discerner le vrai du faux. J'en reste imprégné encore. Jean-Pierre Frachon est aussi le premier auvergnat sur l'Everest en 1988. Premier Français à avoir enchaîné les 7 sommets les plus hauts du monde.
Les images, j'en ai dans la tête, bien sûr, à commencer par mon ascension de l'Everest, où je suis arrivé seul à une époque où il y avait encore pas foule sur le toit du monde, et où j'ai assisté au vol de mon compagnon Jean-Marc Boivin. C'était la première fois qu'une personne décollait du sommet de l'Everest. Ça reste un moment de bonheur indicible, bien ancré dans ma tête et une très forte image. C'est pour partager son goût des rencontres et de l'inconnu qu'il a fondé l'association Il faut aller voir et le festival du carnet de voyage à Clermont-Ferrand. Un rendez-vous pour les carnétistes du monde entier. Bon, ils ne sont pas journalistes comme Albert Londres, certes, mais tout de même, ils en savent des choses sur la vie des humains, dans tous les recoins du monde, sur ses hauteurs, ses villages, ses mégalopoles. Dans les grandes lignes ou en détail, ils décrivent et témoignent. Eh bien, bonjour. Donc, je m'appelle Pierrette Viel et je suis depuis l'année dernière la nouvelle présidente de l'association Il faut aller voir, qui organise entre autres le rendez-vous du carnet de voyage. Ce rendez-vous qui existe maintenant depuis 20 ans, puisqu'on a fêté les 20 ans en 2019. Aujourd'hui, c'est elle la présidente des rendez-vous des carnets de voyage. L'image qui habite Pierrette Viel, la voici. C'est quand même grâce à Jean-Pierre, parce qu'un jour, je lui ai demandé, écoute, je me rappelle, c'était à Noël, je dis, faut que je parte là. Donne-moi une idée, dans la semaine, je veux pas passer le réveillon en France, il faut que je parte. Il me dit, va dans le désert. Et donc, je suis partie et j'ai fait un petit trek dans le désert au sud du Maroc. Et ça a été une rencontre. Le désert est vraiment un élément dans lequel je me suis trouvée un peu chez moi. Donc c'est une image très forte qui est restée ancrée. J'y suis retournée d'ailleurs. Et cette immersion tout en douceur, avec les chameaux, avec les nomades, ça m'a vraiment marquée. Depuis le Puy-de-Dôme, depuis les monts et les vallées d'Auvergne, Jean-Pierre Frachon et Pierrette Viel rêvent en fait d'Everest et de désert, enfin d'ailleurs. Où que ce soit. J'ai apporté avec moi notre premier catalogue, on va dire, si on peut, en tout cas programme, de la manifestation. Et Michel Renaud avait écrit l'édito, et je vais vous en donner lecture d'une petite partie, mais je pense qu'il peut répondre à votre question. Il disait « S'évader, sortir des livres et des codes pour réapprendre peut-être l'usage du monde. » S'évader pour réapprendre l'usage du monde. Il faut aller voir, répétait inlassablement Ella Maillard. Il faut aller voir. Pourtant, que deviendraient les voyages sans le livre, l'image et bien sûr le carnet de voyage qui en prolonge la trace? À quoi bon se mettre à l'écoute, résumait Bruce Chatwin, si l'on ne garde pas l'envie de restituer la dimension du réel? Garder l'envie de restituer la dimension du réel. Et d'en rapporter le récit. Moi, j'ai plusieurs auteurs de carnets qui m'ont interpellé, avec lesquels j'ai échangé. Je pense en particulier aux Marcas, au couple des Marcas, qui ont beaucoup voyagé, mais en particulier qui sont allés en Algérie, qu'ils ont traversé. Et l'Algérie, pour nous Français, a souvent été un pays montré du doigt, un pays à conflit, un pays où on a du mal à digérer notre histoire. Et les Marcas, qui avaient parcouru eux aussi une partie de la planète, avaient laissé entendre que c'était le pays qui les avait le mieux accueillis et qu'ils n'avaient pas besoin de faire des plans pour prévoir leur prochaine étape, mais parce qu'ils étaient renvoyés d'une famille à l'autre et ils ont traversé l'Algérie de façon extraordinaire avec des échanges. Et ils nous ont montré donc qu'il fallait se méfier des sous-entendus. Alors dans les tout premiers rendez-vous, d'ailleurs je pense que c'est dès le premier, on a eu un artiste qui était un peu le maître à beaucoup de carnétistes, c'était Yvon Lecor. Yvon Lecor, ce marin, vraiment c'est l'image du marin un peu rude, haut en couleur, et ses livres, c'était son premier, c'était qu'il nous avait présenté en tout cas, c'était les outils de la passion autour du bateau et de ses voyages. Donc il a associé aussi bien donc le dessin qu'une très belle écriture. Donc voilà, moi c'est Yvon Lecor qui, je pense au départ a été une rencontre particulière.
et même et au niveau de ces carnets. Écoute, c'est un secret. Ralentis ta vie au point qu'elle devienne tienne. Ensuite, prends ton élan et mets-y ta passion. Écrivait Yvon Lecor dans Les outils de la passion, dans ce carnet en forme de très beau livre, objet hybride tenant du cours de navigation, du journal intime et du traité d'architecture navale. Un carnettiste dessine des paysages, des personnages, prend des notes, colle dans les pages toutes sortes d'éléments qui font trace. Ce sont des madeleines de Proust, des mémos pour se souvenir des odeurs et des émotions, des recettes ou des modes d'emploi pour se souvenir des savoir-faire particuliers. Prenez l'exemple de Li Kunu, dessinateur chinois reconnu dans le monde entier pour l'immensité de son talent et notamment sa faculté extraordinaire de varier les angles de vue. Il dessine la Chine des années 60, un pays disparu, sur des papiers de grand format. Découvrir cet homme, ses personnages au visage si expressif, sa région du Yunnan désormais enfouie sous le béton, c'est ce qu'ont fait les festivaliers des rendez-vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand. Je pense que le carnet est un support et quand on écoute les carnettistes qui voyagent à travers le monde, le fait de dessiner, de s'asseoir, certains nous racontent dans un village, de s'asseoir et de laisser les gens venir. Et je trouve que le symbole est fort, il les voit croquer. Et le fait de dessiner, de croquer aussi bien les personnes que les lieux, et les gens s'approchent. Et je crois que c'est un très bel outil de rencontre, le carnet à ce niveau. Le carnet des voyages, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment cette association auquel on est extrêmement attaché entre le dessin, sous toutes ses formes, en tout cas l'image, et l'écriture. Elle ne peut pas être dissociée. Donc ça, c'est déjà un élément auquel on est vigilant. Et là, je vais reprendre, puisque j'ai ce petit texte de Michel, il y avait aussi cette part où il disait qu'est-ce que c'est que les faiseurs de carnets de voyage. Il disait ce sont des hommes aux semelles de vent. Qui fixent la poussière de leur voyage dans l'encre et le papier, avec une impression de jamais vu, et pour nourrir les chemins de la mémoire. Car le carnet de voyage exacerbe la réalité et transforme le moindre bout d'emballage ou de billet de car écorné en aventure extraordinaire. Quels sont les secrets de ces êtres qui traversent les frontières, se dépaysent, pour aller à la rencontre des autres, les étrangers? Quel est le secret? Il faut se dépouiller. Il faut frapper aux portes et ne pas avoir peur de dialoguer, sortir des sentiers battus. Il faut aller à la rencontre de façon naturelle et c'est vrai que le carnet a été un moyen très fort pour se rendre compte de la beauté des personnes que l'on rencontrait, parce que il y a toujours un accueil bienveillant. Le voyage reste fort quand on sort des sentiers battus. C'est un peu, oui, je pense que, et d'ailleurs si on a choisi comme nom de notre association « Il faut aller voir », et j'ai bien aimé l'expression de ce qu'a dit Jean-Pierre, ce côté être dépouillé, c'est-à-dire qu'il faut avoir ce regard le plus, avoir une forme de retrait, parce que si on veut vraiment que la rencontre existe, on doit laisser la place à l'autre. Et le voyage que l'on a souhaité toujours promouvoir, c'est cette rencontre de l'autre dans son intégralité. Et ça, on y est extrêmement attaché. Nous sommes tous des voyageurs dans le désert de ce monde. Et le meilleur que nous pouvons trouver dans nos voyages, c'est un ami sincère. Robert Louis Stevenson. Les carnettistes qui se croisent ici à Clermont-Ferrand sont d'éternels passagers. Leur existence en chaque point de leur périple est temporaire. Mais il y a aussi ceux qui ont fait de leur présence ici quelque chose de pérenne. Ils étaient espagnols, polonais, algériens, yougoslaves, turcs, portugais. Ils sont devenus bûcherons ou ouvriers dans les usines Michelin, assistantes maternelles, employés de maison, artistes, infirmières. Ils sont aujourd'hui auvergnats,
Amis sincères que les voyageurs rencontrent dans le grand océan du monde. Immobile aujourd'hui, c'est dans d'autres carnets ou cahiers que l'on trouve trace de leur géographie personnelle. Éric Roux, spécialiste des cuisines populaires, lui, reconnaît les voyageurs à leur assiette. En Auvergne s'organise la collecte des cahiers familiaux de recettes, ce que l'on tient dans un tiroir de cuisine qui se tache d'un peu de gras ou de pâte à gâteau, mais qui, bien étudié, révèle bien des souvenirs de migration. Si les carnétistes ramènent des images de séquoias géants ou de palmiers, de vues de Hutong à Pékin visitées en pouce-pouce, des croquis de gratte-ciel qui sortent des pages, les cahiers de recettes, eux, sont pleins de fleurs d'oranger, d'origan, de ras el hanout, de poivre, de coco, qui racontent aussi des périples multiples. Déjà, on peut regarder ces cahiers de cuisine, celui des Auvergnats qui sont partis ailleurs, qui racontent aussi notre histoire dans qu'est-ce qu'on recueille, qu'est-ce qu'on veut inscrire comme recette. Et les gens qui sont venus habiter ici, qu'ils soient turcs dans le bûcheronnage, qu'ils soient portugais dans l'industrie pneumatique, moi, j'en ai vu un comme ça qui est extraordinaire, il commence en portugais, et il bascule en français, dans un français très particulier, où on essaye d'adopter. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame que l'on a rencontrée pour l'étonnant festin, qui est d'origine turque, qui est arrivée à l'âge de 5 ans. Sa maman fait jardin. Elle dit d'ailleurs que le jardin de sa maman, c'est sa représentation de la Turquie. Et elle a un cahier de cuisine. Et dans le cahier de cuisine, je lui dis, mais c'est quoi votre recette préférée? Elle me dit, c'est la blanquette. Si ce n'est que je mets une petite pointe de Turquie dans ma blanquette. Ah bon, et c'est quoi la petite pointe de Turquie? Je mets du cumin et un soupçon de piment. Ah, c'est vraiment passionnant. Et là, elle rajoute, mais ce qu'il y a de mieux, c'est que je l'ai fait goûter à mes copines du boulot, parce qu'on amène notre boîte pour déjeuner à midi, et elles m'ont dit que ma blanquette était meilleure que la leur. Et aujourd'hui, cette dame a diffusé en fait une sorte de créolité de la cuisine. C'est-à-dire que c'est un espace commun où on va pouvoir goûter ensemble le goût que l'on a décidé qui faisait notre culture. Et ces cahiers racontent toutes ces histoires-là. Des histoires de piment dans la blanquette ou bien de choux cavaliers, légumes voyageurs. Vous savez, il y a un truc qui est très rigolo quand on se promène dans les jardins familiaux, les anciens jardins ouvriers de la métropole clermontoise. Il y a un légume qui est frappant, qui est un chou qui fait un tronc très très haut, d'un mètre, 1,50 m, qui s'appelle normalement un chou cavalier, qui est en fait un chou très utilisé par la communauté portugaise, puisqu'on mange les repousses de choux, qui en portugais s'appellent, si je ne me trompe pas, grelos, et en occitan, ça s'appelle grelou. Et ça sert à faire la soupe aux choux, ça sert à faire plein de préparations comme ça. Et là, avec ce légume-là, on a cet imaginaire à la fois de la diversité, mais de la recherche d'une unité dans cette diversité. On le cultive dans la région depuis que les Portugais l'ont importé ici, car c'est un ingrédient de base d'un potage très populaire au Portugal. Immigrés, voyageurs arrivés au bout du chemin, ou passagers en quête de rencontres, leurs histoires et leurs souvenirs marquants, il et elle les notent, les répertorient, les illustrent au fil des pages. Et si les montagnes ne sont plus en feu, c'est bien l'esprit de partage qui bouillonne ici. C'est vrai que le voyage a été largement facilité par les moyens de transport, par les agences de voyage, par les régions touristiques, les guides qui se sont développés. Il a produit un tourisme